Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette foire aux questions sur Entracte Science. Ça faisait très longtemps et la dernière fois c'était d'ailleurs avec, je crois, c'était avec toi Sébastien, il me semble, sur Dune. Donc, Ah oui, d'accord. oui. Donc bienvenue de nouveau sur Entracte Science avec nous, de nouveau pour parler d'un bouquin. Alors j'ai Sébastien Steyer, donc muséum, chercheur CNRS, paléontologue au muséum, et j'ai un autre géant de la paléontologie française, Alain Beneteau, que tout le monde connaît, puisque c'est probablement le paléo-artiste le plus connu, en tout cas dans la sphère francophone, et un des plus talentueux. Vous le connaissez certainement pour son travail c'était avec les requins de Gilles Cuny, donc la Terre avant les dinosaures avec Sébastien justement. Le guide critique de l'évolution, qui est très connu aussi. Les J'en oublie. reptiles, les reptiles marins avec la mer au temps des dinosaures, c'est mon dernier de 2021 ou 22, je sais plus. Et dinosaures à plumes aussi, non? Dinosaures à plumes, album jeunesse maintenant épuisé, mais dont le matériel continue de se disperser dans différentes publications, en tout cas en ce qui me concerne. Un collector, donc si c'est épuisé. Ouais, Ah, on donc espère le ça. rééditer, mais si on le réédite, ce sera peut-être pas sous cette forme-là, mais le sujet est hyper intéressant. Mhm. D'accord. Et donc aujourd'hui, si nous sommes tous ensemble, c'est pour discuter d'un nouveau banger que j'affiche là. Alors c'est un peu bizarre comme façon de l'afficher parce que bah, sinon il va être flou. C'est Jurassic Park et les sciences, donc nouveau livre qui est sorti. Voilà, je l'ai là. Et c'est le cadeau parfait à mettre sous le sapin pour toute la famille. Vous voyez, c'est un livre qui est assez épais, donc il y en aura pour tout le monde. Et en plus, on va voir tous ensemble que c'est un livre qui a des thèmes très diversifiés. Ça parle pas que de paléontologie, donc On a définitivement un livre. dépensé sans compter. Exactement, exactement. Et je vous invite, très chers auditeurs, à dépenser C'est sans pile compter. dans vos cordes, on peut dire aussi. C'est pile dans vos cordes. Je rajouterais même que la littérature trouve toujours un chemin. Et Ah ouais, non, mais là, je suis encore complètement plus si elle est battu. illustrée, Sébastien, Exactement. sans vouloir. Ok. Bah donc, on va parler de ce bouquin et un petit peu, alors sans trop spoiler, mais quand même vendre un petit peu ce qu'il y a dans ce livre. Qu'est-ce qui change dans ce livre? Parce que on se dit Jurassic Park, mais c'était quand même il y a 30 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Alors, pourquoi ce livre 30 ans après? Alors, c'est une vieille idée, en fait, effectivement, qui traîne depuis un moment. Et puis, quand j'ai rencontré Nicolas Allard, qui est le co-directeur de l'ouvrage aux Imaginales, à Épinal, qui est un festival, en fait, de culture des mondes imaginaires, on était voisins de bureaux de dédicaces. Il m'a dit, ah ben, après Jules Verne ou après son livre sur la planète des singes, je sais plus, je pense m'attaquer à une autre saga que tu dois bien connaître, c'est Jurassic Park. Et je lui ai dit, ah excellent, parce que j'ai le même projet, Jurassic Park et les sciences. Donc on a fait une combo et puis on a réuni la Dream Team, évidemment, Alain Beneteau, que vous connaissez, qui a œuvré, comme on l'a dit, pour différents ouvrages. Et puis c'est un vieil ami maintenant depuis 2000. La Terre avant les dinos, c'est 2009. Ouais, mais on s'est connus, je pense, au moment des sorties des dossiers qu'on avait travaillé ensemble avec Bénédicte Ouais, Leclerc dans Pour la science, La valse ouais, des c'est ça. espèces. Enfin, ça Et fait au moins, je dirais, 2005, une bonne vingtaine d'années, quoi. ouais, ça nous rajeunit pas. Non. Et puis d'autres amis en fait que je connais bien, Jean-Philippe pardon Usan, qui est un astrophysicien, enfin cosmologiste qui se met dans la peau de Ian Malcolm. La vie trouve toujours un chemin, qui nous explique un peu ce qu'est la théorie du chaos. Il y a aussi Alice Mansuy Le Breton, qui est chroniqueuse dans les pages du Monde sur la biologie, la génétique, et elle est elle-même biologiste moléculaire, donc elle sait de quoi elle parle dans son chapitre sur est-ce qu'on peut faire revivre aujourd'hui des dinosaures non aviens. Et puis, bien sûr, Thierry Gendroc, l'ami Thierry, avait œuvré dans Tolkien et les sciences. Il nous avait fait un super chapitre sur la psychodynamique du mal dans l'œuvre de Tolkien. Et là,
il reprend le flambeau pour analyser en fait pourquoi et comment les dinosaures nous fascinent-ils tant depuis l'enfance. Et il fait une petite parenthèse aussi sur le pouvoir du fandom et vraiment pourquoi cette saga-là nous a imprégnés, comme tu le dis, Julien, depuis plus de 30 ans. Donc c'est une vieille histoire qui vient juste d'être déterrée, j'ai envie de dire, aujourd'hui, et enfin depuis l'année dernière, hein, on travaille dessus. Et il était temps, finalement, parce que un deuxième cycle s'achève presque, même si Jurassic World 4 sort l'année prochaine, enfin en juillet prochain. Il y a comme une sorte de fin de deuxième cycle et il était temps de parler de cette saga, quoi. Donc déjà, pour être clair, ça parle pas que de Jurassic Park, du coup. Oui, oui, oui. Malheureusement, non, j'ai envie de dire. On traite en fait beaucoup aussi de l'imaginaire dinosaurien, la naissance du roman préhistorique slash paléontologique, parce que quand on entend par préhistoire, on entend souvent en fait origine et évolution de l'homme, alors que les dinosaures font partie réelle, enfin prégnante, j'ai envie de dire, de la culture populaire depuis qu'on les connaît en tant que groupe d'objets scientifiques, je veux dire en tant que fossiles. Et ils ont toujours déchaîné l'imaginaire. Megalosaurus, un des premiers dinosaures décrits. Mégalo, c'est géant. Voilà, donc les dinosaures frappent l'imaginaire et c'est ce qu'on voulait aussi un petit peu expliciter dans le livre en se servant de la saga Jurassic World et Jurassic Park et puis du roman à la base hein, de Crichton ou Crichton, le pape du techno-thriller. Pourquoi et comment il a pu imaginer cette histoire fantastique de renaissance ou de désextinction, comme on dit, des dinosaures à partir d'un bout d'ADN conservé dans du sang de dinosaure, piqué dans un moustique lui-même, préservé dans de l'ambre. Tout ça n'est pas faux dans le sens où il s'est basé réellement sur des publications scientifiques de son époque, d'un couple en fait de chercheurs qui commençaient à s'intéresser à la préservation de la matière organique dans l'ambre. Après, on sait bien que Jurassic Park n'est pas un documentaire sur les dinosaures, ni sur le métier de paléontologue, mais on s'est amusé en fait à justement à parler de sciences au pluriel, c'est-à-dire sciences humaines, sciences non humaines, sciences naturelles, sciences de l'évolution, génétique, psychologie, et bien sûr tout ça magnifiquement illustré par Alain. Bah, comme tu dis, c'était un sujet tellement vaste, un terrain de jeu idéal, quoi. C'était vraiment. Quand j'ai attaqué ton chapitre, le premier que j'ai illustré quand j'ai démarré le livre, j'ai tout de suite vu que pouah, ça pouvait partir dans tous les sens. Je pouvais m'éclater. Et j'ai complètement laissé tomber ma tablette, j'ai pris mes peintures, mes crayons, et dit, mais j'y vais à fond, jusqu'au bout, et à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire le moins de numérique possible. C'est vrai qu'en feuilletant les pages, on redécouvre, enfin, moi comme je disais, j'ai lu Les Requins, j'ai lu La mer du Mésozoïque, on a une certaine habitude de ton art, on va dire, Ouais. de ta patte graphique, et là, on redécouvre en fait, hein, parce que là, il y a vraiment des façons de dessiner, de peindre qui sont complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans tes œuvres. Alors, ce qui est marrant, c'est que toi, ce que tu lis en projet abouti comme ça, sur la mer au temps des Ninos, ou le travail avec Sébastien, ou les requins, j'ai beaucoup d'étapes traditionnelles dont Sébastien a pu être témoin avant que je ne fasse le travail en numérique. Et là, je voulais rester en traditionnel. Mais il y a tout un travail qui ne se voit pas dans les livres précédents. C'est ça, c'est toutes les étapes d'échange avec les auteurs. Souvent, c'est des aquarelles dans des carnets. Je prépare vraiment mon travail toujours en traditionnel, même si au final, pour les besoins de temps de production, de souplesse, de correction ou de mouvement de la composition, le numérique, Photoshop, les calques, c'est super. Mais c'est extrêmement frustrant du point de vue, moi, artiste, de ne pas avoir un original, d'avoir un fichier, c'est bien, mais d'avoir une œuvre possiblement accrochée, un original ou autre, pour moi, c'est beaucoup plus satisfaisant d'un point de vue personnel. Ouais, ouais. Ben, juste pour montrer vite fait quand même un exemple, voilà, Une aquarelle, voilà, c'est ça. une très très belle aquarelle. Et c'est vrai que ça donne vraiment un cachet
Et ouais, ce petit côté retour au matériel aussi, ça doit être. Ouais. En fait, je voulais que Ça- l'ouvrage soit varié dans toutes les techniques, dans tous les rendus, qu'on n'ait pas l'impression d'un truc trop uniforme comme sur les précédents livres. Là, on passe vraiment d'une technique à l'autre, c'est assez varié. On pourrait même être plusieurs illustrateurs. Vu le nombre de techniques que j'ai exploitées, ça donne une impression de diversité. Donc, je suis plutôt content du résultat et c'est vraiment ce que j'avais dit à Sébastien au début du projet, que je tenais à faire quelque chose de très varié et qui sort un peu des habitudes qu'on a eues sur les précédents ouvrages. Mm. Avec effectivement des travaux originaux, et je pense que quand tu parles d'originaux, de pièces originales, tu veux parler de choses comme ça, par exemple? Ah, celle-ci, absolument. Ben oui, Oh. la Ouais. fameuse aquarelle de Conan Doyle que tu t'es empressé de me Ah ouais, subtiliser. exactement. Non, c'est super. Je suis ravi de la voir. Et en plus, elle est dans le livre et c'est un beau clin d'œil en fait à tout cet imaginaire-là dinosaurien Ouais, elle est avec poétique. ouais, le concept de tepui. Et c'est pour ça que Crichton aussi explose un peu nos habitudes à croiser des dinosaures, soit dans des mondes perdus, au-dessus, sur des hauts plateaux, ou en dessous, dans des terres creuses, je pense à Jules Verne, ou sur des îles improbables, etc. Lui, il fait revivre, grâce à la génétique, des dinosaures. Alors, c'est pas le premier. On va pas spoiler Mm. parce qu'on parle justement de certains précurseurs, on va dire, de cette idée paléogénétique de renaissance des dinosaures qui existait déjà dans la culture des mondes imaginaires. Mais il fait quand même fort parce qu'il développe cette espèce de parc d'attractions chelou avec des dinosaures vivants. Et le parc d'attractions, comme dans son histoire avec Monde Ouest, qui est un autre parc d'attractions avec des robots et des droïdes, eh ben, il montre que l'humain, malgré le fait qu'il veuille tout contrôler, ne contrôle rien du tout et la nature, enfin la nature reprend ses droits, si on peut parler comme ça. En tout cas, la théorie du chaos plutôt refait surface malgré cette espèce de souhait du tout contrôle en fait de l'homme. J'en remontre une autre parce que celle-là, c'est quand même une de mes préf. C'est la scène du Spinosaure avec le bateau qui coule à côté, qui est absolument Alors, magnifique. c'est le gars qui est accroché à la grue, ouais, qui est à Oui, moitié immergé, ouais, oui, Paul c'est ça. Kirby, c'est ça. Kirby. Ouais. Il Dans est en mauvaise posture. dans le pas forcément très apprécié Jurassic Park 3. Non, bien Mais sûr, c'est là que tout a commencé à déraper, je dirais même. ça apprendra Kirby à essayer d'empapaouter les scientifiques, les paléontologues, en leur faisant des chèques en bois pour qu'ils les suivent comme des petits toutous et pour délivrer leur fils ou leur beau-fils en prise dans une île improbable avec des dinosaures. Ce qu'on a fait dans le livre, c'est que le but, en fait, c'est pas de critiquer. C'était pas l'objectif de critiquer telle espèce qui est mal reconstituée ou pas suffisamment bien reconstituée, etc. Parce que ça s'est déjà fait plein de fois. C'est Oui, mais c'est vraiment intéressant d'en d'extraire comparer des quelques-unes. Ouais. sujets divers et variés, psychologie, reconstitution, que ce soit paléo-artistique ou génétique, le métier de paléontologue aussi, notre vision de la paléontologie telle qu'elle peut se faire sur le terrain. Bon, on peut en discuter, elle n'est pas tout à fait réaliste, hein, mais parce qu'on n'est pas dans le docu, on est dans le film hollywoodien, donc il faut un petit peu séduire et sublimer la profession, hein. Alan Grant, bon, ben, il est à la paléontologie ce que Indiana est à l'archéologie ou à l'Antiquité, quoi, enfin aux antiquaires. Donc il y a beaucoup de fantasmes que l'on revoit aussi aujourd'hui chez certains étudiants ou chez certains étudianteux qui arrivent avec leur imaginaire, et c'est pas une critique, hein, construit du métier de paléontologue à partir de Jurassic Park. Moi, je les encourage plutôt à voir du documentaire parce qu'on n'a pas de machine, on n'a pas de sonar qui permettent de détecter des squelettes complets, ça n'existe pas. On fait beaucoup de travaux en laboratoire avant de partir sur le terrain. Avant même de partir sur le terrain, on fait des recherches en bibliothèque et en cartothèque pour essayer de détecter des zones de prospection.
Le travail de prospection, c'est vraiment un travail de terrain à part entière qu'on voit pas malheureusement dans les films. Donc il y a beaucoup de biais qui sont inclus dans cette vision-là, mais c'est bien justement d'en parler. Mais comme tu dis, tu évoquais le fait que toi, dans ton propos, et ce que je comprends, tu voulais pas aborder des comparaisons. Ça, je m'en suis occupé, si tu veux, pour quand même exploiter les plus emblématiques dinosaures de ce film et montrer à quel point depuis nos visions de ces animaux ont évolué, notamment. Et ça, je pouvais pas le contourner. Oui, 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 oui. Et c'était mission réussie parce que effectivement, on se rend bien compte que quand tu compares, par exemple, un raptor, enfin un vélociraptor avec un Deinonychus, bon, ça n'a rien à voir. Mais et le texte explique que ben ils ont gardé le terme raptor parce que c'est plus sexy que Ah oui. Deinonychus, même si ça n'a rien à voir. Et autres dilophosaures. Dilophosaure, le Spino aussi, le T-Rex. Ouais. Et ce qui est Le intéressant, T-Rex, c'est que étonnamment, le T-Rex, c'est le moins, je veux dire, c'est celui dont on a une vision la moins déformée, même depuis le film, même si il est un ouais, petit peu plus gracile que dans le film, il est un peu bonbonne. Aujourd'hui, on le fait un peu grassouillet, un peu moins bodybuildé, avec pas les dents qui dépassent, avec des lèvres, mais c'est intéressant quand même. Même le stégosaure, quand j'ai comparé les deux, il y a très peu de différence. En tout cas, c'est des détails qui sont pas franchement importants pour le grand public. Je pense pas oui, à ce niveau-là de détail, c'est pas franchement quelque chose qui va heurter le public. Par contre, sur les grosses différences entre un dilophosaure de 6 mètres de long et leur dilophosaure gros comme un chien, bon, bah, c'est évident que c'est intéressant à illustrer. et puis, ce qui est intéressant maintenant, et c'est pour ça, peut-être inconsciemment, qu'on a attendu 30 balais avant de sortir ce livre, c'est que quand on se retourne et qu'on regarde toute la saga JP et JW, on peut s'amuser à faire carrément de l'histoire des sciences maintenant grâce à cette histoire récente du cinéma. Il y a une bonne partie du livre d'ailleurs qui est sur justement l'histoire de l'évolution des représentations des dinosaures. Il y a d'ailleurs Godzilla. Voilà. Ah oui, alors, représentation, Godzilla ouais, fait c'est partie ça, de. du dinosaure ou ses cousins dans la pop culture. C'est intarissable. Je pouvais pas tout faire, c'est pas possible. Il y en avait un paquet que je voulais faire, mais c'était pas possible. Ouais, ouais, mais Ouais, tu tous, t'es quand même ouais, bien non, lâché. tous redessinés de façon originale, quoi. Du Ouais. coup, là, c'est Et que le de. Godzilla, je précise que je suis parti de Minus One, hein, aucun autre. Il est Le génial. meilleur. Ouais. Ouais, il est top. Bah, et puis pour les auditeurs qui sont pas au courant, Godzilla est né dinosaure. Enfin, 1954, il était canoniquement un dinosaure, mais bon, les limitations techniques de l'époque ont pas Ouais. permis de faire un dinosaure aussi, bon, je vais dire réaliste pour l'époque, parce que à l'époque, ils étaient pas, ils avaient pas la même allure, la même silhouette qu'ils l'ont maintenant. Mais c'est vrai que Godzilla est né dinosaure, et donc c'est pas le seul qui est d'ailleurs représenté dans le livre. Mais c'est intéressant justement de constater que on a deux grands domaines, on va dire, de la paléontologie qui sont très connus, c'est l'évolution humaine et les dinosaures. Et alors l'évolution humaine est rentrée par la grande porte, voilà, c'est sérieux, c'est l'évolution humaine, faut connaître tous les spécimens par cœur, etc. Les dinosaures, eux, ils sont rentrés par la porte de derrière, par la case artistique en fait. Ils ont d'abord été un objet de fascination et de représentation avant d'être et ils sont toujours pas tant que ça des objets de science. C'est ce que tu disais, Sébastien, hein, quand on parle dinosaures, on parle avant tout de la fascination de l'enfance. C'est des jouets, c'est des monstres, avant d'être des objets de science, les dinosaures au final. Oui. Donc c'est assez intéressant d'explorer ce chapitre. Au début, il explore un petit peu cette fascination justement et l'aspect psychologique aussi de cette fascination. Et je crois qu'on est tous, enfin nous paléontologues, on est tous passés par ce stade entre guillemets. Moi, je me souviens, gamin, mon grand-père était dessinateur, il me dessinait des dinosaures. Et quand je vois Alain en train de dessiner un dinosaure, c'est un peu comme une. Alain, t'es Tu pas envoies mon ton grand-père, grand-père, c'est ça? papy Alain, mais c'est comme une Madeleine de Proust en fait. Il y a un côté vraiment, pas forcément nostalgique,
Mais les dinosaures comme objet d'art, ça me va bien parce que après, un peu plus tard, je collectionnais les figurines, les bouquins évidemment, Zdenek Burian, tous ces paléo-paysages magnifiques, j'étais dedans quoi. Et après, il y a eu le cinéma évidemment. Alors quand le premier JP est sorti, j'étais déjà à l'université, vu que je suis de 72. Et bizarrement, j'ai snobé le film. En fait, tous mes potes autour de moi en parlaient. Ouais, t'as vu Jurassic Park, c'est génial, des dinosaures à l'écran, machin. Et ça m'a tellement gonflé, comme le Titanic, que je ne suis pas allé au cinéma voir le film. Et en fait, j'ai regretté parce que quand je l'ai vu, c'était sur petit écran et j'ai quand même pris une claque. Parce que c'était la Eh oui. première fois où on voyait des dinosaures numériques, certes, Et tu mais parles de sur écran, quoi. cette nostalgie de l'enfance, ou en tout cas ces choses qui nous ont habités enfants. Et ensuite, tu as toute une période, on est ado, on fait les études, on laisse tomber tout ça, on s'occupe d'autre chose. Et moi, quand j'ai vu Jurassic Park la première fois en 93, ça m'a fait ressurgir le tout puissance 10 000. Ça m'a replongé en paléo tout de suite. Ça m'a redonné goût, ce que j'avais un peu abandonné, mais pour des raisons pratiques aussi. Il fallait que j'exerce un métier où je peux gagner ma vie. Je dessinais, certes, mais plus des dinosaures. Et là, ça m'a relancé complètement dans la paléo et mon amour originel du dinosaure, quoi. Totalement. Grâce Mais à tu ce film. sais, le dessiner des dinosaures ou autre, c'est un vrai métier, Alain. Tu me fais penser à tu sais, le dessin humoristique où tu as deux hommes des cavernes. T'en as un qui crache enfin, qui dessine des peintures rupestres. Et puis t'en as un, je crois, avec un bout de mammouth qui déboule derrière et puis qui lui dit t'as pas un vrai métier, chasseur-cueilleur comme tout le monde, C'est tu ça. vois. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais quand je dis métier, c'est quelque chose qui puisse te faire subsister, et ça, Ouais. c'est pas possible. Mais en l'occurrence, je suis d'accord, c'est un métier, c'est une discipline qui demande un peu d'assiduité et de travail, enfin beaucoup de travail, mais c'est pas quelque chose dont je pourrais vivre. Et je pense pas que ce soit vraiment possible uniquement en paléo, quoi. Parlons un peu des illustrations du livre. Est-ce que c'était pas donc les dinosaures de Jurassic Park, c'est des dinosaures qui ont un design au final, C'est ça, c'est ça. qui ont été inventés entre guillemets. Est-ce que c'était pas dur de repasser derrière ce design en tant qu'artiste? Non, parce que j'en étais détaché par mon travail régulier à partir de données scientifiques. Donc, au contraire, c'est plus une régression que de refaire un raptor à la Jurassic Park quand on est habitué à faire des raptors à plumes avec une vraie anatomie comparée et un vrai travail. Et en l'occurrence, non, c'est plus régressif d'arriver à se dire, ah, je fais des écailles sur le truc, c'est un peu bizarre. Et puis même, on se rend compte quand on le dessine que l'anatomie en elle-même et les mains comme ça, tout, il n'y a rien qui va, quoi. C'est lequel ton film Je crois, préféré? ou d'autres choses. Dans la saga Jurassic Park, ouais, quel Bah, est ton film préféré? le premier, je dirais que les deux premiers, le deuxième passe, mais le premier est incontournable. Et pour l'avoir revu récemment au Club de l'Étoile, lors d'une intervention qu'on a fait avec Nicolas Allard, le revoir sur écran en 4K avec le bon son, ça n'a pas bougé, quoi. C'est génial. Ok. Et le moins bien? Le moins bien, je te dirais à partir de Jurassic Park 3 dont on parlait tout à l'heure, et tout Jurassic World, je peux pas. C'est pas possible. Je suis catégorique. Je les ai vus tous les trois, j'ai fait l'effort, hein, mais je crois que ça m'a autant ennuyé que les Transformers ou des choses comme ça, quoi. D'accord. À part Et un- entretenir un amour du dino, je peux comprendre, mais le film en lui-même, non, je suis un peu exigeant quand même. alors que voir si on que regarder si on veut Écoute, voir je trouve autre que chose? les documentaires récemment produits par BBC ou même je sais plus quelle autre plateforme sont plutôt quand même vachement bien travaillés. Et avec un effort vraiment produit sur une vision documentaire animalier de ces écosystèmes qu'on a souvent tendance à monstruosifier ou à rendre hostiles. Là, on est vraiment dans des paysages comme un documentaire. On est face à des animaux et ça, c'est intéressant. Ouais, il y avait celui sur Apple TV+, là, qui Exactement. était extraordinaire. Ouais. Qui était extraordinaire de réalisme. Voilà. Alors, il pousse, je trouve, parfois un petit peu trop l'actualisme ou les comportements liés à des animaux contemporains.
mais ça sert la bonne cause, c'est-à-dire à nous amener à réfléchir sur des écosystèmes cohérents, normaux, pas du tout monstrueux, la vie, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une chose qu'on voit beaucoup, la monstruosification des dinosaures dans les produits culturels. Bah, c'est tentant, hein. Je suis le premier, moi, à rendre des scènes de baston plus fortes, et pas franchement réalistes d'un point de vue naturaliste. Je pense que la préhistoire était beaucoup plus sage que ce qu'on en représente. Tout comme on a tendance à extrapoler des scènes, comment dire, extrêmement violentes d'un Serengeti ou de la savane, mais finalement, les temps de repos sont bien plus grands de la part des prédateurs que les temps de chasse et quand ils réussissent. Donc, pour moi, ça devait être la même. Ça devait vraiment être presque ennuyeux si on devait y faire un reportage. Non, oui, c'est sûr que les chances de tomber sur un lion en train de dormir sont bien plus élevées que de tomber sur une Exactement. action de chasse. Exactement. Et un animal de ce gabarit-là qui chasse, à mon avis, c'est moins impressionnant qu'un lion qui essaye d'attraper un buffle. C'est de la chasse à la marche, quoi. Bah, tout à l'heure, tu as évoqué quelque chose qui revient très souvent dans les conversations sur ma chaîne. Euh, Lèvres ou pas lèvres? Mais en fait, c'est même pas à moi d'en débattre. C'est tant qu'on n'a pas de preuves, on peut faire les deux, je dirais. Les arguments contre et les arguments pour sont à peu près équivalents. Il y a même plus d'arguments pour l'élève quand même. Mais si on se rapporte aux oiseaux, c'est un peu plus délicat. Enfin, on peut faire un petit mix des deux. On peut s'amuser là-dessus. Je pense que c'est intéressant, mais c'est pas essentiel, quoi. C'est Je plutôt suis pas école d'école. libre, on va dire. Oui, mais de toute façon, C'est c'est en un fonction de peu. la commande et tu vois ce qui t'inspire ou... Non, mais je vais quand même essayer de coller au consensus du moment. C'est-à-dire qu'on met plutôt des lèvres au théropode désormais. Mais rien ne m'empêche parfois de pas être à fond sur la représentation de la gomme ou de tout ce qu'implique de faire des lèvres et des gencives c'est quand même anatomiquement compliqué. Mais moi, c'est pas le genre de question qui me pose problème. Je m'adapte sans problème. D'accord. Et même pour ce qui est des autres possibles organes spéculatifs, on va dire. On peut s'amuser, il y a toujours moyen de s'amuser. Il suffit de regarder un dindon avec tous ces trucs qui pendouillent, on peut tout imaginer. C'est spéculatif, mais c'est crédible. On peut très bien imaginer tout un tas de choses qui ne seront jamais trouvées. Il n'y a pas moyen d'infirmer, de confirmer. C'est assez libre pour ça, l'illustration en paléo, mais il faut que ce soit en accord avec ce que le projet veut dire et ce que la destination même de mon œuvre doit expliquer. Mais j'ai vraiment beaucoup de liberté, oui. Tout en respectant le consensus scientifique de l'époque dans laquelle je me situe. Et pareil pour les couleurs, le choix des couleurs. J'essaie de trouver justement des créations originales dans le livre. Et je vois qu'au niveau des couleurs, en fait, il n'y a pas l'air d'y avoir de règles non plus. Tu as l'air de très libre Mais il n'y en a pas, tu le au sais niveau bien. de... Il n'y en a pas. Il y en a pas. Et à part quelques spécimens dont on soupçonne, grâce à à des modes de préservation assez exceptionnels, on soupçonne quand même une certaine dominante colorée ou même des couleurs, hein, des pigments à l'état fossile, enfin de ce qu'on arrive à en déduire. Mais ça reste exceptionnel. Et sur des gros animaux, on est libre. Après, c'est une question de design, de compo, de donner un peu de personnalité à la bestiole. C'est très libre, c'est très gratuit, c'est très cosmétique, c'est très. J'aime bien, s'ils sont à plumes, essayer de regarder comment les plumes fonctionnent sur des oiseaux de proie. C'est très très vaste, c'est très libre et ça fait chercher dans le réel, dans la nature réelle. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a eu toute une période qui a été discutée de, de, de coller de la peau sur un squelette pour montrer qu'on était scientifiquement exact. Aujourd'hui, il faut se détacher de ce besoin de prouver qu'on est scientifiquement exact par rapport au squelette, à la reconstitution squelettique. Il faut leur mettre des parties molles, des épaisseurs c'est des animaux avec des muscles, j'ai pas envie de prouver à la communauté scientifique ou aux spécialistes que je colle parfaitement au squelette. C'est une question. Quand on représente les animaux, c'est intéressant d'avoir une justesse,
Mais ça sert à rien de vouloir prouver à ses pairs ou à des gens qui sont très pointilleux sur le sujet. Moi, pour mon travail pour le public, c'est pas très intéressant. C'est un peu, ça sert pas à grand-chose. Mais par contre, que mon travail, quand il est scientifique, soit reconnu comme juste par les gens pour qui je travaille, c'est important. Oui. C'est toujours il y a une respiration entre la science et l'art qui est intéressante là-dessus. J'ai jamais été vraiment poussé dans mes retranchements là-dessus. C'est juste des choses très évidentes comme une longueur de caudale, une taille de fémur ou même une longueur de museau par rapport au reste du corps. C'est vraiment de la mesure. Mais sinon, sur la représentation ou les attitudes, dès qu'on va le mettre en perspective, en fait, le scientifique, il a plus les repères du squelette qu'il a en profil. Donc là, c'est assez libre pour moi de composer là-dessus. Mais ça demande pour moi un travail de sketch, de conception 3D dans mon cerveau, donc qui passe par la reconstitution du scientifique. Mais ensuite, moi, je vais travailler à une mise en scène, à des vues de haut, de trois quarts, de tout ça, du caractère design, en fait, quasiment, comme pour du film d'animation, mais pour pouvoir servir ma composition. Ouais, on oublie aussi un peu souvent que même les squelettes, en fait, sont déjà des œuvres d'art en soi. Après, tu me corriges, hein, Alain, mais j'ai l'impression aussi que chez vous, il y a des modes. Chez nous, il y a des modes, pas forcément dans la méthodo, quoique on peut en discuter en termes de phylogénie. La mode est à tester en fait aussi comment dire, les d'autres méthodes que la cladistique parcimonieuse. On peut en parler, mais j'ai l'impression que chez vous aussi, et finalement, les effets de courant, j'ai envie de dire, sont inhérents à toutes les activités humaines. Mais on en parlait justement avec Julien, juste avant de ça, sur d'avoir une trend, d'avoir une marque sur le travail qu'on fait à un moment donné. C'est inévitable en fait. Tu es forcément dans un consensus scientifique, dans une mouvance, dans une manière de représenter les choses qui sont consensuelles. Et tu progresses comme ça en fonction des partis pris scientifiques qui vont découler dans le paléo-art et donc qui vont se standardiser dans le paléo-art. Et c'est ce qui détermine aussi l'époque dans laquelle tu travailles et ce sera défini comme tel dans la période future. Le paléo-art, il est reconnaissable à son époque et c'est ça qui est intéressant. C'est un marqueur très fort historique. La manière dont on représente les animaux depuis qu'on connaît les premières représentations des animaux en Angleterre ou iguanodons. C'est hyper intéressant de voir toute l'évolution des techniques, des consensus chez les artistes et les scientifiques, et la manière dont certains viennent briser ces consensus et tout d'un coup, paf, on passe un saut vers quelque chose d'autre. C'est hyper intéressant de le voir sous cet angle-là aussi. Et le moment où la queue des dinosaures a quitté le sol, notamment. Exactement, et parce qu'on en a déduit quand même qu'on n'en trouvait pas beaucoup de traces par terre, et que tout ça était bien, bien tendu avec des ligaments, avec des choses anatomiques qui ont été trouvées. Donc c'est hyper intéressant. Ouais, c'est d'autant plus intéressant que au moins depuis le 19e siècle, on a toutes les preuves qu'il faut pour savoir que la queue ne touchait pas le sol. Mm. Les premiers tendons ossifiés, on les a trouvés chez Iguanodon, donc dès la découverte de Bernissart. Et puis les empreintes de pas, c'était les premiers fossiles connus. Ils étaient déjà connus même très longtemps avant la paléontologie. Donc Eh c'est bien, intéressant en fait de voir. celui du muséum témoigne très bien de ce parti pris de le mettre debout avec les pouces en l'air. Mais il a son charme. Oui, mais en fait, Comme c'est l'allosaure. exactement comme l'histoire du cinéma, si on peut parler d'histoire, dans Jurassic Park, quand on se promène dans la galerie de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, on fait aussi un petit peu d'histoire des sciences, parce qu'on voit le Diplodocus de Carnegie monté à l'ancienne, c'est-à-dire début 20e. Mais le côté rétro a bien servi pour le cinéma, parce que Adèle Blanc-Sec, par exemple, du coup, ça dénote pas du tout quand on voit la galerie Non, mais du muséum dedans. je suis pas sûr que changer de posture deux spécimens de la galerie changerait complètement l'esprit de la galerie, bien au contraire. Oui, alors c'est vrai que la galerie devient, le temps s'est arrêté en fait au muséum, du coup la galerie devient un décor, souvent, enfin plus qu'un décor chez Tardy, hein, et donc dans l'adaptation de Luc Besson de plusieurs BD en même temps, dans un même film que Tardy, mais
Du coup, la galerie devient un décor très recherché des cinéastes, effectivement, pour des scènes début 20e. C'est vrai qu'on a ce cachet historique. La galerie est encore dans son jus. Il y a eu des réflexions et des travaux de restitution, pour pas dire rénovation, en fait, muséographique. En bas, c'est le cas, en partie, en anatomie comparée, dans la galerie qui est en dessous, celle de paléontologie, qui s'appelle donc la galerie d'anatomie comparée. Il y a des vitrines un peu moins anciennes, pour pas dire un peu plus récentes, où on explique en fait les principes d'anatomie comparée, le principe d'adaptation, en montrant tout ça d'une manière un peu plus moderne qu'une accumulation de fossiles, enfin de squelettes en l'occurrence en anatomie comparée, avec des petites étiquettes bien rangées. Bah justement, puisqu'on parle de Adèle Blanc-Sec, il y a un ptérosaure qui revient à la vie dans Adèle Blanc-Sec, en tout cas dans le film. Je suis pas hyper familier des BD. Mais du coup, pour revenir au bouquin, il y a tout un chapitre de fait sur la déextinction, tu nous l'as dit. Alors, sans trop spoiler le contenu du livre, est-ce qu'on a du nouveau maintenant sur les déextinctions? On a parlé des parcs tout à l'heure, il y a notamment ce projet de parc en Sibérie, je crois, et où ils veulent recréer une mégafaune sibérienne. Est-ce que les choses ont changé depuis 1993 et est-ce que le livre en parle? Depuis 93, il y a eu des changements, il y a eu des évolutions, on va dire, dans la paléogénétique, hein, qui est une discipline à part entière en sciences de la vie. Il s'agit surtout d'extraire de l'ADN ancien d'espèces fraîchement disparues, donc qui sont encore préservées dans le permafrost ou le pergélisol, avec des tissus mous bien préservés qui contiennent encore un petit peu d'ADN, mais c'est surtout pour des études de phylogénie moléculaire. Donc on va utiliser les brins d'ADN non pas pour reconstruire des mammouths vivants, ça c'est les effets d'annonce médiatique, en fait Pleistocène Park par exemple, mais plutôt pour mieux connaître la génétique de la population des mammouths à l'époque et mieux comprendre en fait ces variations par rapport à l'espèce proboscidienne, enfin éléphante la plus proche encore vivante aujourd'hui, c'est l'éléphant d'Asie. Alors effectivement, quand même, il y a des projets où on espère croiser Mammuthus primigenius, je crois, avec Elephas maximus. Bon, on est un petit peu dans la chimère, hein, parce que ce sont deux genres différents. Bien que les hybrides existent, quand même, le lion et le tigre, enfin, c'est dans les parcs zoologiques, hein, parce que c'est pas les mêmes continents, mais on a des tigrons, des choses comme ça. On a des. En général, en fait, on rappelle qu'une espèce, c'est un flux génétique d'une population dont la descendance est viable et reproductible. Hein, ça, c'est la définition classique en bio. Nous, en paléontologie, on n'a pas la même définition. On a une définition typologique où l'espèce correspond à une liste de caractères qu'on appelle diagnostique, qui est censée représenter en fait une morphologie, point barre. Parce qu'on n'a pas malheureusement de matériel génétique où on ne peut pas voir une espèce migrer, bouger, évoluer dans notre temporalité, bien que ça existe, hein. Contrairement à ce que prétendent tous les créationnistes. Et les virus dernièrement nous ont bien montré que l'évolution était un phénomène naturel, réel, quoi. Vu la vitesse où les variants se sont manifestés, effectivement. Exactement. Donc, pour revenir justement sur les désextinctions plus ou moins naturelles, dans les virus, on est en plein dedans. Parce que ce qu'on craint aussi, c'est un dégel de certaines souches. Voilà, alors. Et c'est bien plus probable qu'un dégel, entre guillemets, aidé par les génétiques de lions des cavernes ou de tigres à dents de sabre ou de mégafaune mammalienne du Pléistocène. Pourquoi? Parce que, en fait, quand un cadavre, déjà les organismes qui sont congelés, ils sont congelés après leur mort, hein, donc après leur vie, enfin pendant leur mort, et quand bien même, les cellules, une fois congelées, éclatent tout simplement parce que le cytoplasme, qui est fait à 90% d'eau à peu près, même plus,
les cellules cristallisent en fait, hein. Donc il y a des cristaux d'eau qui vont percer en fait les membranes cellulaires. Donc vous avez beau tenter de décongeler en fait une espèce, ça fonctionnera jamais, y compris pour l'ADN. Oui, parce que ça détruit complètement les chromosomes. C'est le problème pour faire des hybrides, comme tu disais, c'est qu'il faudrait au moins des chromosomes, et ça, si Ouais. on n'en a pas, on peut retrouver les petits bouts de séquences d'ADN et les remettre dans l'ordre, c'est exactement ça qu'ils font quand ils font des séquençages, Mhm. mais on peut pas reconstituer les chromosomes. Exact. T'as soulevé quelque chose d'intéressant au niveau de la déextinction, c'est donc le problème, c'est les chromosomes, certes, mais pour les trucs qui n'ont pas de chromosomes comme les virus, on retrouve définitivement des virus congelés, je crois. Bah, c'est pas Didier Raoult et son équipe qui avaient découvert des mégavirus dans le permafrost? Oui, alors je sais pas si Enfin, qui les Raoult. avaient pas découverts, mais étudiés du moins. Oui, 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 je sais pas si Raoult était dans l'équipe, mais oui, c'est des mégavirus, je crois, non? Hmm. En termes de taille, hein, c'est-à-dire des gros virus, quoi. Au-delà de cette impossibilité matérielle, hein, des extinctions, il y a aussi les problèmes éthiques qui se posent. C'est que si jamais on arrive à recréer, enfin, faire revivre un mammouth, bah, la Sibérie aujourd'hui, c'est pas forcément le même environnement, le même biotope au sens strict que à son époque. Donc pourquoi faire quoi? Finalement, reconstruire, faire revivre des espèces disparues, c'est pas parce qu'on pourrait le faire qu'il faut le faire. Et ça, il y a un personnage de la saga en filigrane qui n'arrête pas de le dire, c'est Ian Malcolm, qui dit à John Hammond, mais ton parc, ça va partir en live, c'est la vie trouve toujours un chemin, c'est la théorie du chaos, c'est tu veux tout contrôler mon gars, mais tout va te péter en fait à la gueule, quoi. Et c'est ce qui se passe, heureusement. Et du coup, la saga Jurassic Park, c'est aussi une œuvre qui pose des questions intéressantes sur le mythe de Prométhée, sur est-ce que manipuler le vivant aujourd'hui, ça, c'est pas risqué? Ben si, la preuve. Et la science-fiction est là à chaque fois pour poser des barrières. C'est pas qu'un divertissement. La science-fiction, surtout en littérature, elle prend les données de notre société actuelle et elle dit, bah voilà, ce qui peut se passer si on avance le curseur à fond en intelligence artificielle, ça fait du Terminator. Si on pousse le curseur à fond en tant qu'identification rétinienne et contrôle de la population, ça fait du Black Mirror. Et Damasio, par exemple, dans les bouquins de Damasio, on est dans une société du tout contrôle, où tout est normé par des grands groupes industriels ou pharmaceutiques. Donc la science-fiction est aussi quelque part un lanceur d'alerte et peut-être que Jurassic Park aussi, en termes de désextinction, en tout cas de manipulation génétique, quoi. Ça, c'est sûr. Ce qui serait ironique, puisque c'est finalement le film Jurassic Park qui aurait lancé la mode. Oui, d'ailleurs, mais ça, c'est une très bonne remarque parce que ça se voit chez nous dans la communauté paléontologique. Les collègues paléontomologistes, c'est-à-dire spécialistes des insectes qui travaillent sur l'ambre, ils ont beaucoup plus facilement de crédit que les autres paléoentomos classiques. Parce que l'ambre, c'est sexy depuis Jurassic Park. Et c'est pas pour rien que le couple de paléoentomologistes que Crichton avait contacté dès le départ, à la base, ils n'étaient pas paléoentomologistes, justement. Ils étaient plutôt dans la paléoparasito, où ils étudiaient les interactions des espèces fossiles. Et Crichton, l'effet Crichton, c'est qu'ils sont devenus, ils ont consacré l'ensemble de leur carrière, quasiment, à l'étude de l'ambre avec les bons côtés, c'est-à-dire que maintenant on connaît plein de types, et grâce à eux aussi, on connaît plein de types d'ambre différents, il y a un spectre de diversité de cette résine fossile, un spectre de typologie, un spectre au niveau aussi de la chronologie, parce que on a de l'ambre qui date de l'époque des dinosaures, je pense à l'ambre birman, dont je traite dans mon chapitre en expliquant aussi que c'est de l'ambre sale, dans le sens où on n'est pas sûr des conditions d'extraction et du business qu'il y a autour de l'ambre. Donc ça pose plein de questions intéressantes, justement éthiques et déontologiques. En tout cas, il y a des tiques qui ont été préservées dans cet ambre-là, qui ont été décrits par des collègues espagnols et chinois, si je me souviens bien,
Et on est à 2 doigts du scénar de Jurassic Park. Finalement, c'est pas des moustiques, cette fois-ci, c'est des tigres, mais des tiques, pardon, pas des tigres. Mais la réalité Moustique rattrape. tigre. Voilà, des moustiques tigres. La réalité rattrape la fiction parfois. Mais quand bien même tu arrives à avoir un animal avec du sang à l'intérieur, dans l'ambre, c'est pareil, l'ADN n'est pas préservé. Oui, oui, oui. C'est une gangue fossile comme la pierre, mais transparente finalement. Ça te laisse pas plus de chances de récupérer du matériel. Il y Oui, a ça, substitution, doit y avoir substitution chimique du matériel dans l'ambre, comme ça se passe avec la pierre, quoi. Il y avait un article qui était sorti, mais je sais pas, il n'y a pas vraiment eu de follow-up, donc je sais pas jusqu'à quel point ça fait consensus, mais qui avait annoncé la découverte de chromatine dans, dans des cellules de dinosaures, enfin ils avaient coupé des ossements de dinosaures et ils avaient réussi à descendre jusqu'au niveau cellulaire, au niveau de l'observation, et avec les colorants classiques qu'on utilise en génétique, ils avaient réussi à caractériser de la chromatine. Alors la chromatine, pour ceux qui savent pas, c'est ce qui donne son nom aux chromosomes. C'est la matière dont sont faits les chromosomes, donc les nucléotides, quoi, si on veut. Donc le fait de trouver de la chromatine, ça laisserait un tout petit, mais alors tout petit espoir. Pourquoi pas un jour déjà d'avoir une séquence ADN à peu près correcte pour un dinosaure donné. Bon, on est loin d'avoir des chromosomes évidemment, mais ce serait déjà extraordinaire en soi d'avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'ADN ouais, de dinosaures mésozoïques, j'entends évidemment, pas des oiseaux. pas d'oiseau. C'est vrai que cette publi m'a fait penser, il y a peut-être 20 ans, à une autre publi qui décrit, qui met en évidence de possibles molécules d'hémoglobine dans un fémur, je crois, de T-Rex. C'est ça, c'est ça. Il me semble que Ça a fait c'était un ça, ouais. Nature, hein, il y a à peu près 15-20 ans déjà, et ça a été vite, comment dire, il y a une reply, je crois, c'est-à-dire une réponse qui passe hein, par le crible du système de relecture par des pairs, donc une vraie reply qui démontait, en fait, qui refaisait l'expérience, les observations et qui démontait euh, cette mise en évidence, en fait, qu'en n'était pas une, quoi. Donc, Bah, du coup, on va finir sur une petite question détente. Je l'ai déjà posée à Alain, mais du coup, maintenant que tu es revenu, Sébastien, c'est à ton tour. Le film préféré, c'est lequel? ah, des 6. Ouais, Ah bah évidemment le premier premier. Jurassic Park, parce que c'est la grande claque visuelle, c'est le début de la saga. Je dis pas que les 5 autres sont dispensables, parce qu'ils rajoutent leur intérêt par rapport à. Mais moi, c'est le premier qui m'a vraiment scotché et qui m'a fait regretter de ne pas l'avoir vu au cinéma. Entre-temps, je l'ai vu en ciné-club, hein, il n'y a pas de souci, mais ouais, ça pose un nouveau genre, quoi, quasiment de la science-fiction slash roman dinosaurien, quoi. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut voir du dinosaure, mais pas du Jurassic Park? Ah, bah la dernière série là de la BBC, Prehistoric Planet, génial, présentée rapidement par Attenborough. La BBC, ouais, Prehistoric Planet, c'est une série de docu. Je crois qu'il n'y a rien qu'au niveau des paysages pour l'intégration 3D. Alors, c'est de la full 3D, hein, c'est des budgets BBC, quoi. On a des paysages magnifiques. Il y a eu 2 ans de prospection visuelle, Ah, de c'est balèze. repérage, C'est rien que balèze. pour les scènes. Et c'est assez grandiose, même si bah, nous, en tant que paléontologues, on a des choses à. Et toi, Alain, tu as des choses à redire aussi sur Préhistorique Planète. Il y a des, comment dire, des facéties scénaristiques qui sont volontairement C'est injectées. parti pris, oui. Mm. Ouais, il y a du parti pris. Alors, moi, je suis pas contre des trucs un peu farfelus parce que ça permet, nous, scientifiques, de nous ouvrir à de nouvelles hypothèses de travail. Au début, on se dit, ouais, mais je crois que il y a un théropode avec des membres complètement régressés.
qui, lors de la parade nuptiale, en fait, ouvre ses petits bras qui sont bleus ou orange flashy. Enfin, c'est ridicule. Mais oui, C'est mais ridicule. en même temps, Mais pourquoi pas? le ridicule, c'est une notion Pourquoi humaine. pas? Parce que C'est- exactement, exactement. Pourquoi ne pas envisager finalement une fonction communicationnelle de ces membres antérieurs vestigiaux, tout comme Kevin Pandian a publié cette année une théorie discutable sur la régression des bras en fait chez les théropodes. Ça serait selon lui pour éviter les morsures parce que ce sont des organismes qui sont à la fois charognards et prédateurs et quand ils sont à plusieurs sur une carcasse, bah, le Ouais. fait d'avoir pas de bras, c'est limiter les morsures en fait des attaques des voisins quoi. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux dans mon cas, mais pourquoi pas? Et puis, je pense que c'est grâce aussi à l'imaginaire voilà, que la science avance, que cette Non, science-là mais avance. ça donne des petites ouvertures comme ça sur cette scène, si je me souviens bien, de raptors qui chassent dans des falaises. Je crois que c'est dans cette série-là. Mm. Et qui ont une attitude digne d'une panthère des neiges, on va dire, ce qui pour moi est très unlikely, mais je me dis en même temps, si on découvrait demain le squelette d'une chèvre, à aucun moment on l'imaginerait capable d'arpenter des falaises, euh, Carrément. anatomiquement parlant, quoi. C'est improbable. On n'arrive pas à comprendre uniquement à partir du squelette, donc on a le droit d'inventer, d'imaginer, de rêver des comportements, et on saura sûrement jamais, mais c'est intéressant d'explorer tout ça. Mais je Bon, non trouve seulement, un chouïa à outrance dans cette série. ouais, mais non seulement tu dis on a le droit d'imaginer, mais il faut imaginer Oui, parce oui, c'est que ça. il y a l'équipe de Darren Naish a fait l'exercice inverse d'une reconstitution paléo-artistique en proposant à l'aveugle à des dessinateurs de reconstruire, on va dire, un hippopotame à partir uniquement du crâne. All Eh Yesterday, ben, ils ont fait All Yesterday, on a ouais. des trucs complètement hallucinants, des trucs monstrueux avec des excroissances osseuses. Enfin, et on oublie que l'hippopotame, c'est plein de graisse, c'est plein de plis. C'est Donc, ça, c'est allez-y, ça. mettez du gras sur les dinos, mettez du pli, mettez de la fibre, de la protoplume, ce Ça, que vous voulez. c'était l'école de l'illustration qui a dominé pendant pas mal d'années, avec comment il s'appelait ce fameux illustrateur là, Ouais, Grégory Espol. ouais. Il a D'accord. fait un paquet Ouais. d'ouvrages très poussés là-dessus, et Ah c'est un bah, c'est lui chercheur. l'élève des théropodes d'ailleurs. Oui, je C'est crois. c'est de lui que c'est. Enfin, en tout cas, c'est lui le premier à avoir publié ça, en tout cas. Hmm. Mm. Et par contre, sa méthode, c'était vraiment de coller de la peau sur un crâne et Mm. de faire du shrink wrapping, je sais plus comment ils appellent ça, et pour qu'on soit vraiment C'est du maximum de parcimonie, quoi. Mhm. voilà, et qu'on soit vraiment dans une reconnaissance totale de l'anatomie de l'animal tel qu'il est connu au sens scientifique du terme. Mais ça, du coup, ça faisait des animaux un peu origami, limite, dont on avait du mal à déterminer des comportements animaliers au sens où on essaye de le faire aujourd'hui. Mais ça avait le mérite d'être une révolution de la justesse de la représentation par rapport à la science. Et on est un peu dans la mouvance Bob Baker qui prenait facilement le crayon, je crois, dans Hmm. son Ouais. bouquin Le ptérodactyle rose, enfin c'est la trad française. Il se lâche quoi, il fait des trucs hyper dynamiques, un peu des aériops en train de, enfin les pattes en l'air et tout, ça change du fixe, du Tout à fait. paléo crapaud géant fixiste quoi presque. Non, non, il y avait une impulsion de ces Ouais. mecs-là très forte quand j'ai démarré, moi. Très, très forte. Bah, ça montre bien la synergie entre les sciences et les médias, justement. Ouais. Parce que certes, les scientifiques inspirent les représentations, mais du coup, en retour, ces produits culturels inspirent les nouvelles générations de scientifiques. Et elles inspirent aussi des vraies questions de science. Bah, la paléogénétique, hein, on le disait, c'est la quasi-prophétie autoréalisatrice de Jurassic Park, puisqu'ils ils ont mis ça à la mode au final. Mhm. Toutes les études aussi sur la biologie du T-Rex, il n'y en aurait pas autant s'il n'y avait pas eu Ouais. Jurassic Park. Ça, c'est à peu près certain.
S'il n'y avait pas eu autant de gens pour demander, c'est vrai qu'ils voient pas quand on bouge. Si on bouge pas, Ouais, c'est vrai. il y aurait Écoute, Julien, probablement c'est vrai qu'on personne. a la chance et c'est génial d'avoir un sujet intarissable. Tu pourrais faire des millions Mm, d'émissions, on n'aura jamais fait le tour et ça continuera tout le temps. Et c'est génial. complètement. Moi, c'est pour Ouais. ça que j'adore. Je Et kiffe donc, il y en a le paléo. une très très bonne idée dans ce bouquin-là. Voilà. Donc, si vous savez pas quoi mettre sous le sapin, eh ben voilà. Très Exactement. Et bonne moi, idée. je vais donner mon mot de conclusion, c'est que j'ai rarement pris autant de plaisir à faire un livre que celui-là. Et parce que c'est le dernier, pas parce que c'est le dernier, mais parce qu'il m'a demandé de voir les choses autrement. J'étais beaucoup plus libre et j'ai pu, comment dire, me faire vraiment plaisir comme j'ai rarement l'occasion de le faire sur d'autres livres. J'espère que ce sera le cas pour le lecteur aussi. Ouais, et ben pareil, tout pareil. Moi, je me suis régalé à écrire ce livre-là. Deux chapitres, un chapitre plutôt, alors l'intro bien sûr avec Nicolas, un chapitre plutôt les dinosaures dans la culture des mondes imaginaires où on s'est régalé sans tomber dans le catalogue, on vous en dit pas plus. Et puis le chapitre sur comment le métier de paléontologue est-il vu par Hollywood avec les bons côtés, les côtés moins réalistes. Et ouais, je me suis régalé aussi. Et c'est pas le dernier de cette pseudo-collection et des sciences. Donc rendez-vous peut-être l'année prochaine pour vous en dire plus sur une autre saga vue sous l'angle des sciences. Je veux Godzilla. Je- Ouais, ça On a serait eu top. Game of Thrones, on a eu Dune, on a eu. Je me rappelle de Totoro. Je Tu veux veux du Godzilla. kaiju, tu veux du Je veux kaiju. du Ouais, kaiju. en fait, c'est Avatar qui est en Ah, cours avec Roland Lehoucq, mais dans la collecte Parallax de Bifrost, enfin du Bélial. ah. Salut tout le monde, bye bye. Bon, merci Au beaucoup revoir. d'avoir participé à cette vidéo. Merci pour votre temps. Et puis évidemment, merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!